Bonjour, je vais commencer doucement en attendant l'apparition des images et commencer moi aussi par remercier les organisateurs et la ville de Grenoble pour cette invitation, pour cette occasion formidable de travailler sur des questions qui m'occupent beaucoup sans que j'ai finalement souvent l'occasion de réfléchir à ce que je fais quand je fais par exemple l'édition d'un roman d'une femme écrit pendant la Révolution. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt, mais j'ai rarement eu l'occasion de travailler directement sur la question comme je vais essayer de le faire aujourd'hui avec vous. Donc, je travaille sur la littérature de la Révolution française, je suis spécialiste de littérature française, mais comme je passe mon temps à m'intéresser à la Révolution, je travaille beaucoup avec les historiennes et les historiens, et je le fais avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Alors, le Panthéon a été créé pendant la Révolution en 1791, mais c'est aussi le résultat d'une histoire plus longue. Je cite pour commencer peut-être Mona Ozouf qui a écrit le chapitre sur le Panthéon qui se trouve dans les lieux de mémoire, et elle dit « L'une des obsessions du siècle a été d'inventer, par la célébration des grands hommes, une nouvelle mémoire collective ». Et puis Jean-Claude Bonnet, dans Naissance du Panthéon, essai sur le culte des grands hommes, utilise une expression très juste pour dire ce qui s'est passé en 1791. Il dit que c'est un passage à l'acte, avec un lieu, un monument, une église qui est en voie d'achèvement et dont on décide finalement de ne pas faire une église, mais de faire le Panthéon. Il s'agit bien de constituer un patrimoine, officialiser un héritage, affirmer une dette de la patrie aux grands hommes la patrie reconnaissante, et l'inscription suggère aussi que c'est un patrimoine masculin. La juxtaposition de grands hommes et de patrie fait entendre pater dans patrie, et donc même révolutionnée, la France continue à être un pays où les héritages passent par les pères. Alors vous me direz peut-être que c'est mon regard d'aujourd'hui qui me fait voir le masculin, là où il ne faudrait voir que l'universel. Je vois le genre au lieu du générique. C'est justement la question que j'ai voulu me poser. Je ferai encore une petite remarque sur la création du Panthéon. C'est loin d'être évident et c'est le début de débats incessants, de polémiques, de conflits, de querelles. Vous le voyez avec la petite chronologie que je rappelle ici. Plusieurs sont rentrés, un certain nombre sont ressortis assez vite et il y a aussi d'autres qui sont restés tout près de l'entrée et puis qui finalement n'y sont toujours pas, comme Descartes. Mais peu importe. Beaucoup de questions se sont posées. Quels honneurs inventer pour Mirabeau au moment de sa mort qui surprend tout le monde? Que faire du corps de Voltaire qui était sur un terrain qui avait été vendu après la vente des biens nationaux? Et puis ensuite, qui faut-il faire entrer? Qui faut-il faire sortir? Doit-on honorer des écrivains, des révolutionnaires, des soldats, des martyrs? Faut-il un délai entre le décès et la décision? Que faire des grands hommes morts avant la Révolution? Faut-il réserver le Panthéon aux révolutionnaires ou y a-t-il des ancêtres qui ont préparé la Révolution? Beaucoup de questions. Et au milieu de tout ça, j'ai voulu essayer de savoir si on s'était posé la question, à ce moment-là, de panthéoniser des femmes. Et l'idée de cette communication, elle vient aussi d'une lecture dont je vous livre pour l'instant un tout petit extrait, le roman « Trois femmes » d'Isabelle de Charrière, dans lequel on trouve un passage critique sur le Panthéon. Alors, pour répondre, j'ai d'abord essayé d'utiliser des outils de fouille de texte dans des grands corpus numérisés, et j'ai fait des recherches de co-occurrence dans plusieurs corpus, celui de Gallica, de Retronews, peu importe. Et donc, vous le voyez, en cherchant donc dans un même passage, dans une même page, la présence des mots Panthéon et femmes, qu'est-ce qu'on trouve? Rien. Il est question des femmes lorsqu'elles participent aux cérémonies, en particulier avec la qualité de mère et d'épouse. Personne ne propose ou n'imagine que des femmes puissent être honorées au Panthéon, ni sérieusement, ni même pour plaisanter. Alors, tous les textes ne sont pas numérisés, peut-être que j'aurai la bonne surprise d'en trouver un, mais le fait que je n'en trouve aucun, alors que je partais avec l'idée que j'allais trouver au moins des plaisanteries sur l'idée de mettre des femmes au Panthéon, ne serait-ce que pour se moquer des révolutionnaires, même pas. Une seule vague exception, partielle, métaphorique, un pamphlet thermidorien dit de Charlotte Corday qu'elle est une héroïne à qui la génération actuelle élèvera des statues
et qui sera placée dans le panthéon de l'histoire. C'est peut-être une exception, Charlotte Corday, parce qu'elle a assassiné Marat, elle a annulé Marat vivant et elle pourrait l'annuler mort. C'est une très mauvaise chose de l'avoir mis au Panthéon, bien sûr, de la part, dans l'idée de l'auteur de ce pamphlet, et donc il imagine que Charlotte Corday y aurait davantage sa place. Mais c'est vraiment exceptionnel. En cherchant, je suis tombé aussi sur des faux résultats, parce que Panthéon est aussi un nom de lieu, et je vous en livre un quand même. Il y a une fantasmagorie, donc un spectacle plein d'effets spéciaux de 1800 qui s'appelle La femme invisible, et c'était un assez bon résumé de cette première recherche. Cela dit, ça m'a permis aussi de lire le dictionnaire de l'encyclopédie, l'édition de 1798, et de lire ceci. On dit une grande reine, une grande princesse pour dire une reine, une princesse illustre. Et on dit une grande dame pour dire une dame de haute naissance et riche. Mais on ne dit jamais une grande femme que quand on veut parler de sa taille. Alors, je me suis d'abord dit, c'est bien, 1798, c'est tout à fait ce que je veux dire, ça va dans mon sens, et puis en fait, c'est déjà dans l'édition de 1762, et c'est plutôt, disons pour être précis, que ceux qui ont fait ce dictionnaire pendant la Révolution ont estimé qu'ils pouvaient garder ça et qu'il n'y avait pas besoin d'une mise à jour, même si on voit aussi la trace de l'Ancien Régime avec la grande reine et la grande princesse. Voilà, donc, première recherche, première réponse. J'ai donc cherché d'une autre manière, en allant du côté d'une autrice qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle je travaille beaucoup, qui est Olympe de Gouges. Il y a au moins une écrivaine qui a défendu de manière répétée l'idée qu'il doit y avoir des grandes femmes comme il y a des grands hommes, c'est Olympe de Gouges. Premier exemple en 1788 déjà, dans une pièce de théâtre qui s'appelle Molière chez Ninon ou Le siècle des grands hommes. C'est une pièce à la gloire de Ninon de l'Enclos, femme de lettres et salonnière du XVIIe siècle. Et dans la scène dont vous voyez un extrait, Ninon reçoit chez elle la reine Christine de Suède, et c'est Molière qui est présent, qui accueille la reine et qui en profite pour faire l'éloge de Ninon. Approchez, homme célèbre, je suis enchanté de voir l'ami de mademoiselle de l'Enclos, ce titre fait bien votre éloge. Molière, Madame, ses amis sont dignes d'elle, et voilà mon plus grand mérite. La reine Christine, vous me permettrez, monsieur Molière, d'en augmenter le nombre. Molière, c'est encore un nouveau lustre, madame, que vous allez ajouter à la société, et dont les siècles à venir n'auront peut-être point d'autre exemple. Elle réunit chez elle les héros et les rois, ce qu'il y a de plus distingué parmi les hommes de lettres, et ce qu'il y a de plus estimable dans les artistes, égale avec tous, modeste sans affectation, elle obtient les vœux de toutes les classes et l'amour des grandes âmes. La reine est présentée à un autre endroit de la pièce comme une grande femme, mais après tout c'est une reine, donc ça correspond à peu près à ce que nous dit le dictionnaire de l'Académie. En revanche, Ninon, elle est une grande femme pour d'autres raisons, parce qu'elle est l'égale des grandes âmes. Et au passage, si vous cherchez des façons de dire grands hommes ou grandes femmes sans trancher entre le masculin et le neutre, grandes âmes fonctionnent bien, grands esprits aussi, qui a peut-être le défaut d'être au masculin. Mais en tout cas, ici, Olympe de Gouges utilise une formule qui peut convenir aux deux. Deuxième exemple, une petite brochure très courte de 4 pages en 1789, Action héroïque d'une Française ou la France sauvée par les femmes. Dans ce texte, Olympe de Gouges demande aux Françaises de vendre leurs bijoux pour soutenir la patrie. Et voyez ce qu'elle écrit en s'adressant aux femmes. Vos noms, transmis jusqu'à la postérité la plus reculée, seront placés dans l'histoire à côté de ces hommes célèbres, de ces génies tutélaires, dont les efforts pour tirer la France d'esclavage auraient été néanmoins inutiles sans vos secours. Donc les noms des femmes sont à côté des hommes célèbres. Je ne crois pas ici que ça veuille dire à côté dans une place subalterne. Il me semble que c'est bien au même niveau. Et remarquez surtout les mots qu'elle emploie, en particulier le titre « Action héroïque ». Il s'agit bien de considérer qu'une femme ou les femmes, les deux expressions sont dans le titre, peuvent agir. Et que cette action peut être qualifiée d'héroïque, terme d'habitude plutôt réservé aux hommes, lui aussi. Troisième exemple, le plus important, en lien direct avec le sujet du Panthéon, Mirabeau aux Champs-Élysées. Mirabeau aux Champs-Élysées, pièce de théâtre de circonstance, écrite par Olympe de Gouges au moment où Mirabeau meurt, pour lui rendre hommage, et jouée dans un théâtre dans les jours qui suivent, jouée avec un certain succès.
Alors, ça n'est pas la seule pièce, c'est pas là qu'il faut. Si vous cherchez l'originalité chez Olympe de Gouges, vous la trouverez, mais ça n'est pas ça qui est original. Des pièces qui rendent hommage à des personnalités vivantes et encore plus souvent récemment décédées pendant la Révolution, vous en trouverez beaucoup. En revanche, là où elle est originale, c'est que dans cette... Et puis au musée de Visil, il y a des statues de cire que j'ai vues hier, que je ne connaissais pas. Il y a Rousseau, Voltaire et Franklin qui sont dans une vitrine, réunis aux Champs-Élysées. Il y a des gravures aussi. Donc les morts qui se retrouvent aux Champs-Élysées, dans des pièces de théâtre, sur des images, dans toutes sortes de représentations, c'est assez commun. Qu'il y ait des femmes parmi eux, c'est beaucoup plus rare. Et donc ça, c'est vraiment un geste au moment de la création du Panthéon, au moment où Mirabeau et Voltaire vont entrer les premiers au Panthéon. Gouges fait une pièce de théâtre, Mirabeau aux Champs-Élysées. Mirabeau est accueilli par toutes sortes de grands hommes, Démosthène, Solon, Louis XIV même est là, mais aussi par des grandes femmes. Et c'est Voltaire qui le remarque et qui l'explique. Ces trois femmes furent chacune dans leur genre, l'honneur et l'ornement de leur sexe. C'est Désoulières, Sévigné et l'aimable Ninon de l'Enclos. Encore elle. Petite nuance ou réserve quand même de Madame Désoulières qui constate que le monde des morts est en avance sur le monde des vivants. On ne veut pas que nous soyons sur la terre les égales des hommes. Ce n'est qu'aux Champs-Élysées que nous avons ce droit. Et puis, note très intéressante à la fin de la préface. Olympe de Gouges explique qu'elle imprime sa pièce pour qu'elle puisse être jouée dans les autres villes du royaume. Elle rappelle qu'elle pourrait demander des droits d'auteur. Elle demande que ces droits d'auteur soient versés aux municipalités et que les municipalités utilisent cet argent pour récompenser des actions patriotiques de femmes et pour récompenser les femmes qui auront le noble courage d'imiter des femmes qui se sont distinguées dans les affaires de Nancy. Il ne faut absolument pas que j'ouvre de parenthèse sur Nancy parce que sinon je serai trop long, mais c'est bien des femmes qui sont présentes dans une situation d'émeute. Et là, pour Olympe de Gouges, c'est un modèle et elle imagine un système d'encouragement à l'action des femmes. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur cette pièce, il faut lire le livre d'édition qu'en a fait Jessica Goodman, Commemorating Mirabeau, Mirabeau aux Champs-Élysées and Other Texts, dans lequel il y a 7 pièces, beaucoup d'autres pièces avec une très belle préface et beaucoup de notes très éclairantes. Le texte est en français, c'est le texte d'Olympe de Gouges, qui se trouve facilement par ailleurs, mais il y a un éclairage très très utile. Je passe à une deuxième question. Je déplace un petit peu ma question, puisque à partir de 1792, la France entre en guerre et la question de la valeur guerrière prend une place beaucoup plus importante, y compris dans les débats qui concernent le Panthéon, même si ça se traduit par des mesures moins spectaculaires et moins durables que décider de faire rentrer telle ou telle nouvelle personne. Olympe de Gouges, toujours elle, au moment où il est question d'honorer l'héroïsme guerrier, elle investit aussi ce terrain-là. Elle écrit une pièce de théâtre sur la campagne victorieuse du général Dumouriez en Belgique, qui est jouée à la Comédie Française, pas longtemps, 2 ou 3 soirs. Elle met en scène les sœurs Fernic, aides de camp du général Dumouriez, et on a des batailles sur scène dans cette pièce extraordinaire, et les 2 sœurs Fernic parviennent sur scène à vaincre 5 Autrichiens, et le général Dumouriez en fait l'éloge. Eh bien oui, ce sont 2 femmes, il s'adresse aux prisonniers, ce sont 2 femmes, 2 jeunes personnes qui vous ont battus et fait prisonniers. Enthousiasme belliqueux, si la gloire est un prestige, celle de la liberté a fait des prodiges qui serviront longtemps d'exemple au monde. Allons, guerrières, conduisez votre conquête, elle vous prépare de nouveaux lauriers. Donc, et alors, pour finir avec Olympe de Gouges, pardon, sinon je ne serai pas suffisamment complet, elle en profite pour dire que, de la même façon que les philosophes ont produit la Révolution française, sa pièce, à elle, va aider à la révolution de tous les peuples. Et donc, elle affirme qu'elle est l'égale de Voltaire, qui est déjà au Panthéon, de Rousseau, qui y sera bientôt, qu'elle peut être honorée comme elle. Geste incroyable, mais
aussi très utile comme façon de casser toutes les barrières, tous les préjugés qui pourraient empêcher des femmes de s'engager dans des carrières littéraires comme la sienne. Je voudrais quand même profiter du petit temps qui me reste pour envisager un autre point de vue avec deux autrices très importantes aussi à mes yeux et un peu moins connues qu'Olympe de Gouges et qui, vous allez le voir, développe un point de vue un peu alternatif. Alors la première, pardon, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc ça c'est je suis l'égal des philosophes qui ont produit la Révolution française. Et donc je passe à Jeanne Gacon Dufour et à ce roman de 1801, La femme grenadier. Dans ce roman, une jeune femme se fait passer pour un homme, elle devient soldat dans les armées républicaines, elle monte en grade, mais finalement elle doit avouer qu'elle est une femme, à un personnage qui est aussi un porte-parole de l'autrice et qui lui dit qu'elle prend trop de risques au milieu des soldats. Si vous étiez officier, vous éviteriez ces inconvénients, mais dans l'ordre des choses actuelles, vous ne pouvez l'espérer que par une action d'éclat, et cette action vous exposerait peut-être à divulguer votre sexe. La jalousie d'une autre ne permettrait pas qu'on vous sût gré de votre dévouement, on ne voudrait voir que l'amante pour oublier l'héroïne. Autrement dit, c'est mon premier point, Hortense ne peut être un héros, d'après ce roman, qu'à condition de passer pour un homme. Et dès lors qu'elle reprend son habit de femme, la société, dans l'état où elle est, n'acceptera plus de la considérer comme une héroïne. Mais c'est Philippot, le conventionnel, envoyé en mission en Vendée, qui est utilisé comme personnage dans ce roman, et qui dit à Hortense « Vous oubliez, mademoiselle, que par votre douceur et vos discours persuasifs, vous avez conquis à la République des amis. J'ai passé hier dans un village où tous les habitants sont les plus zélés défenseurs de la liberté et de la justice. Là où les morceaux de l'armée commandés par des hommes se distinguent souvent par leur violence, elle a réussi à faire triompher la raison. Donc, si le roman nous dit par ailleurs qu'elle se bat aussi bien qu'un homme, ce n'est pas cela qui la rend admirable. Sa valeur n'est pas une valeur guerrière. La valeur guerrière du personnage est toujours présentée comme quelque chose de commun. Oui, elle se bat aussi bien qu'un homme, et alors, en revanche, elle sait lire, elle sait écrire, elle sait parler, elle sait persuader, elle sait libérer les villageois vendéens de la superstition du prêtre qui les manipule. Et c'est ça qui est montré comme une chose admirable dans le roman. Et puis, oui, alors ça, j'ai pas le temps, mais il y a un texte à la fin du roman par Sylvain Maréchal, qui travaille avec Gacon Dufour à ce moment-là, qui lui rend hommage et qui dit que les romans de Jeanne Gacon Dufour sont supérieurs en mérite et en valeur aux exploits de Jeanne d'Arc, ce qui est une autre façon de travailler sur cette alternative et de tenir à distance la valeur guerrière. Et je termine avec Isabelle de Charrière. Vous prévoyez avec plaisir, dites-vous, que Marat sera bientôt chassé du Panthéon français. Pour moi, j'avoue que cela m'est assez égal, et me serait égal quand même je m'intéresserais beaucoup aux autres choses qu'on fait et défait dans ce pays-là. Pourquoi un Panthéon? Pourquoi des apothéoses? Voltaire et Rousseau, à votre avis, ressemblent-ils à des dieux? Donc, Trois femmes, c'est un roman qui est féministe. C'est un anachronisme de le dire, le mot n'est pas encore utilisé, mais c'est un roman sur les femmes, sur la condition féminine, sur l'égalité, qui réfléchit sur ce que pourrait être l'égalité et qui la revendique. Les trois femmes sont des émigrées françaises, elles ont fui la Révolution, elles vivent en Allemagne, elles commentent très peu l'actualité, mais elles font ce commentaire sur le Panthéon. Et un peu plus loin, elle reprend son explication. C'est un personnage qui s'appelle Constance qui écrit une lettre à ce moment-là. Une autre question intéressante à laquelle vous penserez, et à laquelle j'avoue n'avoir pas pensé d'abord, c'est le bien ou le mal que peuvent faire à un peuple l'hommage qu'on les accoutumerait à rendre à certains hommes. Mais ici, la question ne m'effraie point. Je me prononce hautement contre de pareils hommages. Les saints du calendrier ne font plus ni bien ni mal, et je voudrais qu'on les laissât en repos. Mais il me semble
qu'on devrait se faire scrupule de préparer à l'esprit humain une éternité d'enfance. Certainement ceux qui vont renouvelant sans cesse ces poupées ne veulent pas qu'ils sortent jamais de tutelle. Le clergé philosophe est aussi clergé qu'un autre, et ce n'était pas la peine de chasser le curé de Saint-Sulpice pour sacrer les prêtres du Panthéon. Donc à ses yeux, instaurer le Panthéon, c'est remplacer un culte par un homme, une superstition par une autre. Les grands hommes sont des poupées avec lesquelles on amuse l'esprit humain. Et elle propose à l'inverse un projet d'émancipation qui consiste à sortir de tutelle. Je conclus, et comme je savais, j'avais peur de manquer de temps, j'ai bien fait de préparer ma conclusion sur une diapositive. Je vois deux options. Le matrimoine comme patrimoine au féminin, et dans ce cas, le combat pour l'égalité consiste à revendiquer pour les femmes les mêmes positions de pouvoir symboliques que celles des hommes. Cela passe par les mots utilisés, utiliser les mots de la gloire masculine en les appliquant à des femmes, par la promotion de grandes figures féminines, Ninon de L'Enclos et d'autres, et par l'affirmation de soi. Et ça, c'est ce que montre Olympe de Gouges. Deuxième option, le matrimoine comme critique du patrimoine, avec un modèle alternatif, la vertu, la raison, l'éducation plutôt que l'héroïsme, le roman plutôt que l'épopée, c'est Gacon Dufour, une distance critique, le refus de la sacralisation, et pour le dire très vite, ce que je vois de commun à ces deux choses-là, c'est l'idée de travailler en direction du commun plutôt que de l'exception. Et je dirais enfin qu'il n'est pas nécessaire de choisir, et en restant sur le terrain qui est le mien, celui de l'histoire littéraire, les deux matrimoines sont nécessaires. Le premier, parce qu'il faut répondre à une demande très forte, celle de l'institution scolaire qui veut ses classiques, celle des institutions patrimoniales, celle de l'édition qui vend beaucoup mieux des livres d'auteurs et d'autrices connus. Et il faut répondre à cette demande. Il faut un canon des grands hommes et des grandes femmes donc, et l'entrée récente d'Olympe de Gouges dans ce patrimoine ou dans ce matrimoine est une excellente chose. Mais il faut aussi travailler le patrimoine et le matrimoine de façon critique, parce que c'est cela qui permet une appropriation véritablement démocratique. Je vous remercie. Bien, si vous le voulez bien, après ces deux premières interventions, on peut avoir un petit échange d'une dizaine de minutes et j'ouvre la discussion. Si quelqu'un veut poser une question, apporter un éclairage ou tout simplement donc intervenir. Vous voulez bien poser une question, madame? Oui, bien sûr. Parce que je pose toujours des questions, mais je m'en fiche. J'ai vu, quand vous avez cité à la fin Sylvain Maréchal dans une revue historique, il y a Sylvain M et 3 étoiles. Oui. Pourquoi c'est pas marqué son nom? Est-ce qu'il n'y aurait pas des livres sur toutes les femmes qui ont dû s'habiller en homme pour Isabelle Ebrard et compagnie? Et puis je ne sais plus ce que je voulais encore vous raconter. Ah oui, vous irez voir au musée, il y a une statue de Henri, je crois que c'est Henri, Dingue, D-I-N-G. Et c'est une femme qui joue de la harpe, c'est magnifique. Voilà, j'ai fini. La question du nom, elle est très très importante. Dans cette strophe que vous avez vue, c'est là qu'on voit, c'est le seul indice qu'on a du nom de l'autrice, Jeanne Gacon Dufour. Le nom n'est pas sur la page de titre. Et il est révélé, mais là aussi avec les étoiles, Jeanne D, et par la mise en valeur du prénom. Et en plus, moi je suis le seul presque à l'appeler Jeanne Gacon Dufour, parce qu'à l'état civil, c'est Marie-Armande Jeanne Gacon Dufour, et c'est souvent comme ça qu'elle est désignée. Mais on cherche, dans ces textes imprimés, la seule fois où son prénom est mis en avant, c'est là. Et donc voilà, il y a un jeu sur qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on révèle. Le fait que les deux soient associés, c'est important aussi parce qu'ils sont associés dans une polémique sur l'apprentissage de la lecture par les femmes à ce moment-là. Il y a d'autres questions? Oui, Brigitte Bonnet. Oui. Tu as abordé une question qui me titille, donc si tu peux la pousser, tu dis Olympe de Gouges n'est pas la seule à avoir écrit sur la question de l'égalité femmes-hommes, etc. Elle est plus connue que d'autres. Tu as une idée sur pourquoi?
Oui. J'ai une idée assez précise, parce que elle a été complètement oubliée pendant 200 ans. Enfin, complètement oubliée. C'était vraiment marginal. On parlait de Charlotte Corday, de Germaine de Staël, de Manon Roland, Olympe de Gouges à peine, Théroigne de Méricourt à peine. Mais Olympe de Gouges, elle a fait une œuvre. C'est presque une centaine de textes, l'œuvre littéraire d'Olympe de Gouges. Ce n'est pas seulement les 15 pages de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et cette œuvre, elle a été imprimée, elle est restée. Il y a des textes qui se sont perdus, malheureusement, ceux qui n'ont pas été imprimés. Et ça a permis qu'il soit redécouvert dans les années 1980. Le chercheur Olivier Blanc a joué un rôle important, de pionnier, mais il était loin d'être le seul. C'est beaucoup des femmes qui ont travaillé sur elle à ce moment-là, qui ont réédité ces textes et qui ont fait que ces textes sont venus. Et puis il y a eu un deuxième moment dans les années 2010 avec plusieurs choses. Une première campagne pour qu'elle rentre au Panthéon, et puis la bande dessinée aussi de Catel et Bocquet, qui a joué un grand rôle. Et là, c'est les municipalités qui s'en sont emparées. Et dans beaucoup de conseils municipaux, il y a eu l'idée de donner des noms de lieux Olympe de Gouges. On cherchait des noms de femmes, c'est depuis les années vers 2010, peut-être 2005. Et vraiment, son nom à elle est venu. Ça avait été préparé par le bicentenaire, par les rééditions de ses textes. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, en quelques années, elle soit devenue ce qu'elle est. Quand on envoie dans l'espace la Déclaration des droits de l'homme, on met à côté la Déclaration des droits de la femme d'Olympe de Gouges. Ça, c'est assez incroyable. Mais ça date des années 1980. Et c'est rendu possible par ce qu'elle a fait, elle, et parce que dans cette œuvre imprimée très importante, on a calculé récemment, c'est 3 millions de signes, toute l'œuvre d'Olympe de Gouges. Elle a constamment le souci de sa postérité. Elle écrit pour faire une œuvre, pour qu'on se souvienne d'elle. Et aussi, très important, le problème du nom. Beaucoup de femmes sont difficiles à faire connaître parce qu'on ne sait pas comment les appeler. Même Manon Roland, quand on dit Manon Roland, on dit elle ne s'appelait pas Manon. Elle s'appelait Jeanne-Marie. Non, Marie-Jeanne, non. Elle a choisi un nom et un prénom, elle a choisi une identité complète, Olympe de Gouges. Et ça marque et ça reste. Et on peut s'accrocher à ça pour la connaître et pour la faire connaître. Voilà. Mais je ne suis pas du tout censé être le seul à répondre aux questions. Christy, vous ne voulez pas monter avec moi ? Oui, il faut que vous montiez, puisque je vais poser une question sur le choc de votre approche sur Grenoble et Haïti, pour lequel vous soulevez en fait une censure de mémoire de Grenoble et de la région, qui est que nous sommes une terre d'esclavage. Nous sommes nés, en particulier autour de l'importation du sucre des colonies, et en particulier d'Haïti, et l'industrie de la liqueur, et pas simplement du ratafia, est née à Grenoble et dans la vallée, autour de Tesser, mais autour de cette histoire d'esclavage qui est très difficile à retrouver. Il y a simplement eu deux articles dans des revues qui ont mentionné cet élément. Et parmi cette histoire, il y a évidemment la violence des humains, qu'ils soient hommes ou femmes, et en particulier des enfants. Vous avez cité à un moment donné un infanticide pour éviter que le bébé soit esclave. Il y a des éléments de ce type liés à Grenoble, aux familles esclavagistes grenobloises, industrielles, à ce niveau. Alors, on saute du coq à l'âne, excusez-moi le terme, n'est vraiment pas du tout bien choisi, mais en passant de l'impasse ou l'occultation du matrimoine, mais on a aussi cette occultation en parallèle. Et je pense qu'on a une petite nécessité de mémoire sur cette histoire qui manque
à Grenoble également. Merci mille fois. Et c'est tout à fait vrai. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que je suis d'accord. Et on est en train de vivre et d'essayer de gérer ces sortes de questions également aux États-Unis. Et il s'avère difficile. Les gens voudraient être du bon côté de l'histoire. Il y a des parties de nos histoires qui ne sont pas belles, qui démontrent que beaucoup de la richesse de ce pays, de mon pays, de l'Angleterre, plus ou moins de la G7, G8, est liée à l'esclavage. C'est pour ça que c'est les premiers pays du monde, ça vient de là. Et donc, on n'est pas si loin de cette histoire, de cette économie. Mais c'est très dur de faire face à cela. Et je pense que moralement, scientifiquement, il faut absolument le faire. Et il ne faut pas se culpabiliser non plus. C'est pas nous. Moi, je suis descendante d'esclaves, je suis possédée par personne, je ne blâme personne vivant de l'histoire de mes ancêtres. Et donc, aux États-Unis, les gens confondent beaucoup ce qui est de l'histoire et ce qui est d'une culpabilité moderne actuelle pour ces histoires. Je pense qu'il faut séparer ces deux choses. On n'est pas des esclavagistes ici, il n'y a pas de question. Et donc, il faut s'ouvrir à l'histoire que vous venez de raconter, sachant que dans beaucoup de communes, beaucoup de villes, beaucoup de régions, tout est lié. C'est pour ça que j'ai voulu tout doucement insister sur la question de l'interconnexion, que même l'idée d'une histoire métropolitaine qui serait divorcée d'une histoire coloniale ou impériale, ce n'est pas vraiment tenable. Parce que déjà, l'histoire de ce pays était une histoire en quelque sorte mondiale. La France était partout et son économie était basée sur ce commerce, traite de produits, production de produits et traite d'êtres humains. Et donc, Grenoble n'est pas plus coupable que d'autres parties du pays. Vous allez voir ça partout. Et c'est pareil aux États-Unis. Et maintenant, la bataille, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Aux États-Unis, en Angleterre, on est en train de faire descendre des statues, de renommer certaines rues. Ici, on commence à faire un peu la même chose. Ce sont des conversations qu'il faut avoir. Il faut qu'on aborde ça tous ensemble. Il s'agit de comment nous voulons regarder le passé, accepter le passé et commémorer ce qui s'est passé et ne pas laisser à l'oubli certains personnages et certaines histoires. Donc, c'est une conversation très importante qu'on peut avoir tous et c'est une conversation internationale. La même chose se passe ici qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre et que dans d'autres pays. Merci mille fois pour votre commentaire. Merci. J'ai noté que vous rendiez hommage aux mères et je me suis posé la question de pourquoi pas aux femmes. Toutes n'étaient pas mères. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Et puis dans le cas de certaines esclaves que, comme j'avais mentionné, elles étaient mères et puis elles ont arrêté d'être mères. Elles ne voulaient pas être mères si c'était pour produire et reproduire l'esclavage. Donc des fois, il ne s'agissait pas de choisir, mais des fois, il s'agissait de choisir de ne pas être mère aussi. Donc c'est important, j'apprécie votre commentaire. On a droit à 2 fois parce qu'on est des femmes aujourd'hui. Donc, alors moi, je voudrais vous poser 2 petites questions. Je ne connaissais pas le mot stupéfaction médicinale, c'est ça que vous avez dit? Oui. Et la deuxième, c'est votre timbre République d'Haïti. C'est écrit 50 centimes de gourde en dessous. Oui. Donc, pour le timbre, c'était un timbre haïtien.
Et donc ça c'était la façon de communiquer la monnaie. Donc c'était pas un timbre français, c'était un timbre haïtien. Et puis oui, dans le livre que j'ai cité de John Garrigus, il démontre qu'en effet, au nord de Haïti colonial, et c'est une façon de dire, maintenant aux États-Unis, on s'appelle pas, quand on parle de l'histoire, les colonies anglaises, on dit l'Amérique coloniale. Donc, je dis Haïti colonial et non pas Saint-Domingue. Donc, dans le nord, autour du Cap, où il y avait beaucoup d'activités révolutionnaires, il a découvert dans les archives que, en effet, il y avait l'utilisation du poison, pas pour tuer, mais pour stupéfier, pour quelque part alléger, réduire la violence, créer un état de stupéfaction qui faisait que peut-être les maîtres seraient plus capables de libérer leurs esclaves, auraient moins tendance à demander plus de violence dans les habitations et plantations. Donc, en effet, c'était une pratique, c'était quelque chose que les gens faisaient à l'époque en utilisant plusieurs herbes, et c'était aussi des fois de la médecine africaine, mais pas pour tuer. C'était juste pour ralentir, pour adoucir le comportement des maîtres et des maîtresses. Une piste, ouais. Nous allons passer aux deux autres communications, mais si vous me le permettez, je voudrais faire une sorte de remarque par rapport à la qualité des deux communications que nous venons d'entendre, celle de Christine Picchio et de Olivier Ritz, et par rapport au thème auquel nous réfléchissons, c'est-à-dire les liens entre la question des femmes dans l'histoire, la question de la révolution et la question du matrimoine. Et je crois que les deux tentatives de réponse, qui ne sont pas ni exhaustives ni définitives, elles ne désirent pas l'être, mais au contraire ouvrir le débat, et je les en remercie, montrent bien en fait qu'autour de la notion de ces trois thèmes liés, la question du matrimoine devient d'autant plus complexe, d'autant plus riche, qu'elle pose en fait pour nous historiens, ce qui nous relie aussi aujourd'hui, qu'on soit historien de l'art ou historien plus classique, la question de l'antériorité ou la question de la postérité. On a bien vu dans la problématique que posait Christine Picchio, donc la question de l'antériorité, comme si le matrimoine relevait en fait de la construction d'une chaîne passée qui était transmise par des femmes et qui restait et constituait cette part invisible de l'histoire, mais bien connue au ras du sol par des actrices de l'histoire. Et puis de notre côté, du côté donc de Lieritz, si je ne me suis pas trompé, par le média qui est non pas l'oralité, mais le papier, et donc l'imprimé, on a en fait un matrimoine qui serait une projection, une sorte de postérité, une sorte de conscience des femmes qu'elles sont en fait dans un processus où elles doivent aussi s'intégrer dans un médium, qui va laisser une trace pour le futur de ce qu'elles ont fait. Et le lien entre les deux, le matrimoine comme antériorité préservée, le matrimoine comme postérité construite, c'est la révolution. C'est quand même ce moment rupture, ce moment rupture où justement ce passé se fossilise et l'on passe de la résistance à autre chose qu'est la révolution, ou bien ce moment où on passe en fait d'une compétition, d'une tension entre hommes et femmes, et où les femmes comprennent qu'elles peuvent avoir aussi non seulement leur agentivité, mais leur action de faire pour rester aussi dans le futur. Donc je crois qu'il faut vous remercier pour avoir posé déjà ces deux premiers jalons sur la question théorique du matrimoine qui est excessivement complexe, nullement polémique, mais typiquement expérimentale du point de vue universitaire, et qu'on va essayer d'approfondir au travers des deux autres communications, donc celle d'Edith Piriot et celle de M. Sabi. Donc, si vous le voulez bien. Edith, merci à vous deux pour ces belles communications.